Alors aujourd'hui, du coup, nous allons commencer notre quatrième séance de ce séminaire qui va donc porter sur la thématique de la marche et de la manière dont on traverse un territoire. Donc ce cours se construit en trois parties. La première serait plus un questionnement justement sur la modernité et l'impact que celle-ci a sur un territoire et comment notamment l'automobile va modifier cette traversée de l'espace. Et c'est ce qui va poser la question justement de comment on arrive justement à aller à la rencontre d'un territoire, d'un espace. C'est ce qui nous conduira donc à la deuxième partie avec une argumentation sur l'ère actuelle que l'on connaît, qu'on appelle anthropocène, et comment cet anthropocène justement modifie notre rapport au lieu. Et la dernière partie portera vraiment spécifiquement sur des exemples d'artistes qui ont pensé la marche comme un moment de rencontre de ce territoire et aussi un moment d'interruption face à cette accélération que connaît notre époque moderne. Et pour ouvrir ce développement, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de s'attarder sur une interview que Bruce Begou a accordée à la revue Philosophie Magazine en août 2020, donc c'était dans le numéro 141. Et donc cette interview s'inscrivait dans un dossier qui était au centre du numéro de ce mois, qui portait sur le bonheur et dans le prêt, et justement qui nous interrogeait sur notre rapport entre le proche et le lointain, et comment s'établissait un lien de reconnaissance dans les environs qui soit proche de nous ou au contraire lointain. Et alors ce qui est intéressant dans ce numéro, c'est qu'il s'inscrivait, il est sorti juste au moment où le confinement prenait fin, et le premier confinement du coup prenait fin. Et c'était un moment où on s'interrogeait justement sur qu'est-ce qui s'était passé durant cette période, et notamment sur la notion de sortir à pas plus d'1 kilomètre de chez nous, et ce qui allait s'établir justement dans cette approche du plus près, des choses qui sont encore plus proches que nous. Donc Bruce Begou, il est professeur et maître de conférences à l'université de Bordeaux 3. Moi je l'ai surtout connu pour son livre qui s'appelait Zéropolis, l'expérience de Las Vegas, qui était sorti en 2002. Mais voilà, il s'attarde toujours sur des espaces comme ça, par exemple sur les aéroports, sur les motels, toujours des lieux issus de la modernité et dont les missions seront souvent... la gestion de l'espace sera souvent écrasée par la mission du lieu. Et cette interview s'ouvre par la question où commence et où finit ce qui est proche. Et dans cette question, il y a tout de suite l'importance de la notion de position. Où est-ce que l'on se positionne, par exemple, entre ce proche et ce lointain. Et il y a aussi la mise en garde de ne pas rapprocher un absolu de ce proche et rejeter par la même conséquence tout ce qui vient du lointain. Le proche n'est pas une donnée subjective. Qu'est-ce que ce serait que le proche ? Est-ce que le proche serait la maison d'où l'on vient ou le corps dans lequel nous habitons ? Et c'est en quelque sorte une recherche d'un point de référence quand on parle du proche. Notamment, c'est qu'est-ce qui est proche de moi ? Et la notion de proximus découle d'une autre notion qui est la notion de voisin. La notion de voisin, c'est-à-dire la notion de personne qui vit au plus proche de nous. On y trouve une dimension chaleureuse. Et
de plus, dans le proche, c'est celui qui vit à côté de moi. Donc dans cette idée de celui qui vit à côté de moi, il y a la notion de la personne que l'on connaît bien, connaître bien cet endroit. Je peux donc tisser des liens avec lui. C'est tout cela que nous montre Bruce Begou dans cette interview. Et il y a aussi un point central dans cette interview qui va nous intéresser, qui est la notion du loin qui deviendrait plus étranger. Et d'un coup, dans le lointain, il y aurait la découverte d'un espace inconnu qui deviendrait presque effrayant. C'est ce qu'on, en se rappelant par exemple de périodes assez sombres comme la colonisation. Dans la colonisation d'un territoire, on peut voir dans le lointain quelque chose d'effrayant. Mais si on s'attache justement à cet exemple qu'est la colonisation, on peut voir qu'il y a une passion dans la découverte que l'aventurier va faire. C'est ce qui va pousser l'aventurier à aller encore plus loin et à transformer ce lieu étranger en un lieu ordinaire, en un lieu colonisé, une conquête de cet espace. Et dernier point qui est assez important, d'ailleurs je trouvais assez intéressant en référence à la dernière séance qu'on avait eue sur les situationnistes, qui est la notion, et surtout la question de la notion d'ambiance. Qu'est-ce qu'une ambiance ? Bruce Begou, lui, définit l'ambiance comme une unité affective d'un lieu. Comme si une ambiance déterminait à elle seule cet espace. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de renvoyer ça à ce qu'on avait vu la semaine dernière sur les situationnistes et la psychogéographie, puisqu'on avait vu que l'ambiance, justement, de ce lieu allait être déterminant pour déterminer ou imaginer les potentielles aventures qui allaient avoir lieu dans ces espaces. Et aussi, on avait vu qu'il y avait un rapport au plaisir ou au contraire au déplaisant dans ces espaces, que l'ambiance n'était pas uniquement une notion positive. Et que cette notion d'ambiance allait être capturée par l'idée d'expérience. C'est en expérimentant un lieu qu'on va réussir à capter l'ambiance de cet espace. Et donc, je vous disais, Bruce Begou s'est attardé aussi à des espaces plus communs. Par exemple, dans son livre En escale, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'il va le but, la mission qui va se donner, en fait, c'est de prendre un ticket d'avion et d'essayer de faire le tour du monde sans jamais quitter les aéroports. Et donc, dans ce livre, il va brosser une sorte de portrait des aéroports internationaux. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que peu importe où il soit dans le monde, au final, dans ce livre, on va avoir en fait un portrait d'un lieu global, en fait, un lieu quasi universel. Et aussi un lieu qui va répondre à des exigences qui viennent plus de l'hypermodernité. Par exemple, c'est ce que caractérise Marc Augé comme des non-lieux, des espaces codifiés, où d'un coup le passager ne sera plus qu'une suite de numéros sur un ticket d'avion. Et en fait, ce que Bruce Begou va constater, c'est que malgré cet anonymat, il va quand même avoir une culture qui va émaner des gens, et que cette culture, en fait, va donner à chaque personne une perception de l'espace et une manière de le vivre. Autre espace que Bruce Begou a étudié, c'est donc le motel américain, dans son livre Lieu commun. Et alors, le motel américain, c'est vraiment un lieu emblématique du paysage américain. Ces hôtels à façade ouverte, comme ça, en bord de route, qui sont souvent montrés
comme des espaces plus des étapes un peu dans des aventures de pseudo-conquête américaine, mais qui en réalité, surtout à l'heure actuelle, dans le contexte économique dans lequel l'Amérique se trouve, le motel est plus un lieu de secours, un lieu d'hébergement de précarité. Et on ne trouve plus ce motel comme on pouvait le voir, on peut le voir dans les films américains, des lieux propices à des films d'espionnage, mais plus des lieux qui appartiennent aux couches les plus basses de la société. Mais ce qui est aussi intéressant dans le motel, c'est sa place qu'il occupe dans le paysage, puisque au moment où les motels vont connaître leur essor, dans les années 50, 60, c'est aussi à cette période que les routes en Amérique vont connaître une forte influence, un fort développement. Alors ce fort développement existe depuis les années 30 en Amérique, mais c'est vrai que dans les années 50 et 60, on a une carte routière de l'Amérique qui se dessine clairement. Et donc c'est à ce moment-là que les motels trouvent leur place dans le paysage. Et c'est notamment avec ce qu'on appelle les parkways, ces routes qui essayent de traverser le paysage américain, qui sont aussi un peu l'emblème des road movies. C'est ces routes qui tracent le paysage en essayant de faire des économies de déplacement, en utilisant des lignes droites, et aussi en reliant les grandes villes les unes aux autres. Et par exemple, on peut parler de ces routes qui traversaient les parcs nationaux. Et par exemple, le plus connu, c'était le Blue Ridge Parkway qui faisait 750 km, qui reliait la Caroline du Nord jusqu'à Washington, et qui traversait en fait des parcs nationaux, et qui offrait ce qu'on appelle des points de vue, des sortes de cartes postales visuelles, des arrêts comme ça, pensés pour la voiture, où on pouvait se garer et admirer une vue que le constructeur avait déterminée agréable en quelque sorte. C'est assez étrange de parler du développement de la route, de l'automobile dans un cours consacré à la marche, mais là où je veux en venir en abordant cette notion d'espace autre, justement, c'est à quel moment on pourrait trouver un espace propice justement à quitter ces espaces surmodernes, comme on a pu le voir avec des aéroports, les motels. C'est ce moment où on pourrait quitter la route pour voir quelque chose d'autre. Mais au contraire, en fait, en Amérique, on a l'impression qu'il n'y a pas cette possibilité de faire un pas de côté, comme si le pays était trop grand justement pour réaliser cet écart. Ici, je vous ai mis la couverture du livre Espace, temps et architecture. Ce qui est intéressant déjà, si on regarde bien la couverture, on peut voir la superposition de deux images. La première, donc, qui serait l'image la plus en dessous, l'image rouge, qui représente une gravure des jardins de Versailles, notamment de l'allée centrale qui relie donc le château de Versailles jusqu'au Grand Canal, qui se trouve à l'opposé du jardin de Versailles. Et dans ce jardin, en fait, on a vraiment un effet de perspective comme ça, avec cette allée qui crée un point de fuite très lointain, comme si on ne pouvait pas voir au-delà, et qui va étendre en fait la surface du jardin. Et la seconde image, en fait, qui représente une architecture autoroutière, c'est ce qu'on appelle un peu les bretzels, c'est
des échangeurs qui trouvent des tailles assez monumentales dans le paysage et qui conduisent en fait à sortir des petites provinces pour rejoindre ces grandes routes. Et ces grandes routes conduisent donc à des villes plus grandes. Et donc, que ce soit à Versailles ou dans ces routes monumentales américaines, on a comme ça une sorte d'espace qui s'étendent à travers ces routes tracées de manière artificielle. On a un élargissement du paysage vers un ailleurs. Et d'ailleurs, donc, ce que l'auteur de ce livre veut montrer aussi, c'est le rapport à l'espace et au temps que ces routes vont donc modifier, et qui sont un progrès de la modernité, puisque le but de la mobilité et de l'étirement de ces paysages, c'est pouvoir accélérer les flux et les échanges sur des territoires aussi grands que possible. Notamment l'Amérique est un exemple intéressant vu sa superficie, et il y a vraiment cette recherche de relier, de connecter les villes entre elles. Un autre exemple assez intéressant et qui je trouve montre cet intérêt pour les routes dans les années 60, mais c'est pas seulement l'intérêt des routes aussi, c'est l'intérêt à la modification que les routes vont donner aux gens, et la place que l'automobile va prendre dans la vie quotidienne, notamment The View from the Road a la particularité justement de s'attarder à la perception des automobilistes, comment les automobilistes vont percevoir la ville à partir de l'habitacle de leur véhicule. Et ce qu'ils ont fait en fait dans ce livre, qui est presque un livre d'artiste en fait, qui est parsemé de plans. Ici, je vous ai mis un exemple. En fait, c'est une étude d'un trajet qui se répète, c'est toujours le même trajet, mais les éléments étudiés sont catégorisés les uns aux autres. Et on a une sorte d'étude du rythme et de séquence justement de cette rue. On a un séquençage de la rue qui va s'effectuer. Vous pouvez voir que sur le schéma, il y a une graphologie qui va compartimenter la rue en fonction de ce qu'elle représente déjà d'un point de vue urbanistique, avec la rencontre d'autres rues ou non, mais aussi comment cette rue va se construire à partir du point de vue de l'automobiliste. Et ce qui va se dégager de ce livre, c'est l'omniprésence en fait d'une communication, d'une structure de la ville qui va se structurer donc à partir du point de vue non plus du piéton, mais de l'automobiliste. Par exemple, les panneaux d'indication seront écrits d'une manière suffisante, que l'automobiliste qui va être donc dans le mouvement accentué par la vitesse de la voiture, ces panneaux seront visibles et suffisamment écrits en grand par exemple pour que l'automobiliste les voit de loin et puisse avoir le temps en fait de les réceptionner. Mais le code de la route ne va pas être le seul élément à être accentué. Les publicités aussi seront par exemple démesurées pour que le paysage urbain qui existe donc autour de la route puisse exister. Et c'est le cas d'une autre étude qui a été réalisée, qui est très connue, qui s'appelle Learning for Las Vegas, donc, qui a été réalisée par Robert Venturi et Dennis Scott Brown en 68, et où il va avoir cette même étude qui va être réalisée, enfin la même conclusion sortira de ces deux études. Pour ce qui est de Learning from Las Vegas aussi, Robert Venturi et Dennis Scott Brown ne sont pas les seuls à
avoir structuré cette étude, puisqu'ils ont été aidés aussi de leurs étudiants. Et en quelques mots, Learning from Las Vegas, c'est assez amusant. En fait, c'est un voyage d'études qui s'est transformé en véritable étude urbaine sur la ville de Las Vegas et comment la route qui traversait Las Vegas allait, elle aussi, comme c'est le cas dans The View from the Road, pardon, allait structurer à la fois l'architecture et tout le décor environnant de cette ville. Et ici, je vous ai mis une planche extraite du livre. Et en fait, ce qui démontre, alors il y a énormément de photos qui est issue de ce travail-là. Et ici, en fait, c'est assez intéressant puisque il montre l'impact de l'architecture et des logos sur l'identification d'un bâtiment, quitte à, comme ce que vous voyez à l'image, le bâtiment devienne lui-même logo. Et c'est exactement ce qui se passe avec ce hangar canard, le magasin, le lieu en tant que tel, se camoufle dans l'identité visuelle que le lieu est en soi. Ici, je vous ai mis une image assez représentative et qui représente bien justement l'idée que Learning from Las Vegas essaye de montrer. Il suffit clairement de regarder la dimension et l'espace laissé dans le paysage à la route et l'espace sur les côtés laissé aux piétons qui se retrouve écrasé entre les façades et la route. Et d'un coup, on a une ville réalisée, qui devient visible quasiment que pour les automobilistes. Il faut avoir un recul suffisant qu'on trouve sur la route pour pouvoir justement percevoir tous les panneaux d'indication qui se trouvent tout autour et pouvoir en quelque sorte réceptionner ces messages que la ville nous envoie. Quittons l'Amérique pour arriver en France et peut-être ralentir justement. Ici, je vous ai mis l'affiche d'un des films de Raymond Depardon qui est sorti en 2012 qui s'appelle Journal de France. Alors, Raymond Depardon est un photographe qui a parcouru une bonne partie du globe pour réaliser de grands reportages, que ce soit des reportages de guerre, il a aussi photographié pour le Festival de Cannes, mais aussi fait des photos pour, par exemple, des portraits présidentiels. Et malgré ces voyages incessants à travers le monde, il y avait comme un retour incessant en France, comme si la France était un point qui le rappelait constamment dans sa carrière. Bon, le chemin, la carrière de Pardon est à faire pâlir tous les novices en photographie, puisque de 1960 à 66, il a travaillé pour l'agence Dalma. De 67 à 79, il a travaillé pour Gamma. Et de 79 à aujourd'hui, il a travaillé pour Magnum, la célèbre agence de photographie. Et toujours en ayant une touche poétique dans ses photos qui a tendance à s'accentuer à partir du moment où il s'arrête en France. Et ce qui est intéressant dans ce film, Journal de France, c'est qu'il y a en quelque sorte le schéma narratif de ce film documentaire, c'est de suivre Raymond Depardon sur les routes de France. Et ce parcours est ponctué d'images d'archives des événements qu'il a couverts et des lieux qu'il a visités. Il y a une véritable vitesse comme ça dans ces scènes et qui viennent à se ralentir quand il se trouve dans sa voiture à sillonner les routes de France.
il est toujours en voiture pour sillonner les routes de France. Mais à partir du moment où il arrive dans un village, un endroit qui lui semble propice à la rencontre, il va descendre de sa voiture et en sortant, il va établir un nouveau lien avec l'espace. Et c'est flagrant dans ce documentaire, ce moment de rupture, ce moment où on descend de la voiture pour aller établir une connexion avec l'espace. Alors très peu de ces photos sont des espaces habités, mais ce sont des espaces habités mais vides. Comme vous pouvez le voir ici, donc j'ai mis quelques images, donc on retrouve des lieux qu'on retrouve dans le documentaire, mais justement ici on retrouve les photos issues de cette traversée. Et d'un coup on a une sorte d'immobilité, d'effet statique, comme si descendre de sa voiture allait justement donner un nouveau rythme. Comme on a vu tout à l'heure avec Learning from Las Vegas ou The View from the Road, le rythme que l'on a en voiture est tout autre. C'est un rythme en quelque sorte infligé par les limitations de vitesse, mais aussi par le flux de circulation. Et une fois arrivé à pied, on semble émancipé de ce flux. Un autre travail assez emblématique de Raymond Depardon, c'est ce petit livre qui s'appelle Errance, et qui est assez beau en soi. Je vous invite vraiment à le voir, puisque sur la page de gauche vous avez le texte, et sur chaque page de droite vous avez une photo, extrait de ces archives, pardon. Et ce qui est intéressant, déjà le terme errance. Le terme errance qui nous renvoie quasiment à une notion chevaleresque, ce chevalier errant qui va à la recherche d'une aventure. Le mot errance au sens de voyage possède, peut découler de la notion d'aller de ça et là, sans réellement savoir où on va. L'action d'errer en soi, ce serait une action de marcher ou de voyager sans cesse, une action de marcher, mais aussi une action de marcher sans but. C'est-à-dire que cette marche sans but n'aurait de valeur que de traverser ce paysage. C'est intéressant déjà cette couverture qui représente une route. On aurait pu avoir une route en perspective, comme on l'avait tout à l'heure sur la couverture de espace, temps et architecture. Mais ici, non, on a une route brisée qui se confond justement avec l'horizon du paysage dans lequel elle se trouve. Et cette couverture résume bien justement ce lien avec le paysage que Raymond Depardon entretient. Je vous invite vraiment à le lire, parce qu'il explique en fait sur 100-150 pages, même plus, ce qu'est pour lui justement cette notion d'errance à travers des histoires en lien avec sa carrière. Mais ce qu'on peut retenir ici pour notre développement, c'est si cette marche, cette errance n'a pas de but, quel en serait l'enjeu pour un photographe comme Raymond Depardon? Eh bien, il se trouve en fait, cet enjeu se trouverait dans ces photos. Comme je vous le disais tout à l'heure, nous avions ces espaces vides de vie, mais qui sont quand même issus, c'est ça que nous apprend ce documentaire Journal de France, c'est ces rencontres en fait. Et c'est ces rencontres qui vont enclencher la narration dans ces photos. Même si nous n'avons pas les protagonistes sur les photos, nous avons, comme on a vu la semaine dernière, le décor dans lequel vont s'inscrire ces histoires. Et en quelque sorte, les photos de Pardon sont une invitation en fait à s'imaginer et à
contempler ce décor, et en quoi ce décor va être justement vecteur d'une situation. Et donc, en faisant ce pas de côté, on a donc une autre lecture du territoire. Alors vous allez me dire, est-ce qu'il faut être Raymond Depardon pour pouvoir se permettre ce pas de côté, pour pouvoir justement percevoir d'une autre manière ce territoire? Je vous réponds tout de suite, non. Un exemple, il n'y a pas besoin de s'appeler Raymond Depardon pour emprunter l'un de ces sentiers métropolitains du Grand Paris. Ces sentiers, d'ailleurs c'est intéressant puisque juste avant le confinement à l'Arsenal se tenait une exposition consacrée à ces sentiers métropolitains et à leur histoire, et aussi à leur développement, leur place qu'elles occupent dans un paysage. En fait, donc ces sentiers, vous voyez, donc ce sont ces itinéraires en bleu et qui vont cheminer à l'extérieur donc de Paris et traverser sa banlieue et ses quartiers périphériques. Et moi, ce qui m'a semblé assez intéressant avec ces sentiers, c'est que tout en étant dans la ville et en observant du coup les paysages que traversaient ces sentiers, on avait une autre perception de ce que pourraient être justement ces paysages parisiens. Ici, je vous ai mis un florilège de ces paysages, et nous n'avons vraiment pas l'impression d'être aux abords de la capitale. On a quelque chose d'autre justement qui s'offre à nous, cette notion d'extérieur, intérieur, comme on pouvait le voir avec Bruce Bégou, cette notion de proche et de lointain. On a à la fois un espace qui nous semblerait commun, un espace connu, mais qui bizarrement va à travers une sorte d'étrangeté, va nous emmener dans quelque chose d'autre, dans quelque chose qui nous permettrait justement de nous évader. Alors ici, au lieu de vous citer peut-être les situationnistes à tout va et la psychogéographie, on pourrait peut-être invoquer un autre penseur de la balade et de l'errance, qui serait Stendhal par exemple. Stendhal avec les balades dans Rome, où nous n'avons pas encore cette notion de situation et d'aventure qui vont arriver, mais on a l'idée qu'il serait possible de vivre à un autre rythme, un rythme qui ne serait pas le rythme de la ville. Stendhal, dans les voyages dans Rome, ne vit pas à la même vitesse que les habitants de la ville. Stendhal va avoir une autre vitesse de croisière, on pourrait dire. Cette vitesse serait la vitesse du touriste, la vitesse du voyageur. Même si on pourrait assimiler bizarrement Stendhal comme l'un des premiers touristes, mais voilà, on a la notion d'une personne avec un regard neutre sur une autre ville. Stendhal va à Rome, mais comme nous l'avons vu avec Bruce Bégou, a-t-on besoin d'aller loin pour trouver des espaces autres, des espaces qui nous permettraient de nous extirper de notre quotidien? Et justement, ces sentiers-là me permettent de dire que non. Car justement, on a cette sortie de route, on ne vit plus au rythme de la capitale, on n'a plus ce rythme des grandes villes, mais en sortant dans sa périphérie, on a une autre approche de la ville qui va s'inscrire. Et c'est assez intéressant de voir comment la perception de la ville change à partir du moment où on va se caractériser autrement qu'une personne qui connaît ce lieu, une personne qui vit dans le proximus, comme on voyait tout à l'heure, quelqu'un qui se complaît dans le voisinage, qui trouve sa place dans le très près et dans le connu pour se rapprocher de cette notion de chaleureux. Et ici, justement, avec ces sentiers,
euh, on pourrait se permettre de se considérer comme quelque chose qui nous sortirait justement de ce quotidien. On aurait pu ces trois unités, comme on avait vu la semaine dernière, qui seraient métro, boulot, dodo, qui serait donc cette continuité. On sort de chez nous pour aller travailler et on en revient, et ainsi de suite. D'ailleurs, dans la définition d'errance, qui nous renvoie très vite à la notion d'aventurier ou d'explorateur, et de manière plus générale à la notion de voyageur, il n'est jamais dit à combien de kilomètres il faut aller pour se considérer comme un voyageur. Que ce soit le voyageur ou le marcheur qui erre, se considère comme étant en errance ou comme étant en voyage. Contrairement, d'ailleurs, on peut voir un contraire intéressant dans la notion de voyageur qui serait la notion de transit. Du voyage au transit, il n'y aurait qu'un pas, il y aurait surtout une notion primordiale. Le transit serait bizarrement se trouverait dans des lieux communs, justement, comme on pouvait le voir tout à l'heure avec l'aéroport ou aussi la gare. On a juste cette notion d'échange et on n'a plus ce que le voyageur mettrait en avant, qui serait plus une rencontre de l'inconnu, une rencontre dans un espace qui n'est pas quadrillé, qui n'est pas guidé directement. Et en parlant de voyage, je trouve intéressant aussi de faire le lien avec ce livre d'Italo Calvino, les villes imaginaires, donc qui date de 1960, enfin, qui est paru en 1972, et qui décrit 55 villes. Et ces 55 villes ont la particularité de ne pas exister. Alors je trouve intéressant d'aborder cet ouvrage ici, puisque Italo Calvino établit dans son livre cette notion de l'ailleurs. Et pour lui, justement, il définit l'ailleurs comme être ailleurs, c'est voir ce que les autres ne voient pas par d'habitude, qui ne voient pas dans l'habitude. Donc ce serait quelque chose, justement, où on sortirait de cette habitude de la ville pour proposer quelque chose d'autre. Alors ces villes sont des villes quasi utopiques, même si la notion d'utopie dans ces villes serait un peu étrange, parce qu'elles ne se rapprochent pas tous à une vision utopique, au contraire, mais elles ont pour point commun d'être irréalisables. Ce sont des villes abstraites, proches de la science-fiction pour certaines. On a une ville qui porte une réflexion, en fait, justement, sur la notion même de ce qu'est une ville. Et dans son livre, on a, par exemple, des villes qui se réfèrent au ciel, mais aussi à leur nom, des villes en lien avec la mort, et aussi à une notion qui est forte dans ce séminaire depuis le départ, qui est la notion de signe. Pour écrire ce livre, Italo Calvino s'est fortement inspiré des voyages de Marco Polo, justement avec cette idée d'ailleurs et d'arriver dans un endroit qu'on ne connaît pas, et comment parler de ces espaces, comment les décrire pour les autres. Et aussi, autre fait important et qui va nous aider à avancer, qui est cette idée d'arriver dans un endroit qu'on ne connaît pas. Et nous savons tous que même au plus près de chez nous, au plus près de notre proximus, nous avons ces espaces qui nous sont inconnus. Et que ce soit Italo Calvino ou Raymond Depardon dans ces paysages, on a une certaine invitation justement à aller voir dans cette proximité pour voir si, avant d'aller voir plus loin, on ne trouverait pas des choses à apprendre au plus près de nous. Et cette rencontre dans la proximité, c'est aussi prendre conscience de l'environnement dans lequel on évolue. Et à présent, nous allons rentrer dans la deuxième partie de cette présentation, où justement, je souhaiterais qu'on réfléchisse à ça. Comment
nous percevons notre ce qui nous environne. Et notamment avec la notion d'anthropocène, justement. Et pour entrer dans cette notion d'anthropocène, je voulais commencer avec un exemple, justement, qui nous permettrait de définir ce qu'est l'anthropocène, notamment avec le travail de Yann Arthus Bertrand, qui est un photographe qui est notamment connu pour son film Home, qui est sorti en 2009, et en fait c'est un photographe spécialisé dans les vues aériennes, et en fait c'est les films qu'il réalise justement prennent le parti pris de ne pas percevoir le territoire de manière frontale comme le marcheur le ferait justement, mais de prendre un autre point de vue, et en prenant cette hauteur, d'un coup, on va avoir une autre perception de l'espace. Et dans le film Home, justement, Yann Arthus Bertrand montre la lutte qu'il y a donc entre la vie qui considère être apparue il y a 4 milliards d'années face à l'activité humaine qui ne serait là, enfin, qui serait sur Terre depuis seulement 200 000 ans. Alors c'est sûr, 200 000 ans, ça paraît énorme, mais à l'échelle de l'histoire de la Terre, c'est vraiment une partie infime qui nous est présentée. Et que ce soit dans son film Home ou dans la plupart de ses photographies, Yann Arthus Bertrand montre cette cohabitation entre la vie, ce que représente la vie sur Terre, que ce soit la faune ou la flore, mais aussi la cohabitation avec l'homme, et justement ce bouleversement que l'homme a enclenché dans cet équilibre relativement fragile que l'écosystème propose. Et dans la bande-annonce du film Home, il y a une phrase qui est très juste et qui, je trouve, définit bien justement ce qu'est cette anthropocène, justement. Cette phrase dit « Avant la fin du siècle, cette exploitation sans mesure... » Pardon, j'ai mélangé deux phrases. La phrase dit « Avant la fin du siècle, cette exploitation sans mesure des ressources de la Terre aura épuisé la totalité des réserves de la planète. » Et c'est exactement ce que montre Yann Arthus Bertrand dans son travail cinématographique, mais aussi photographique. C'est cette activité de l'être humain qui pousse justement les limites des ressources de la nature. Et tout à l'heure, quand je vous parlais de prendre conscience dans quel environnement on vit, dans la notion de proximité et de lointain, Yann Arthus Bertrand le met très bien en image, puisque il établit une sorte de fresque comme ça de l'activité humaine, de la place que l'homme occupe dans cet environnement, et comment l'homme arrive à fragiliser son propre environnement par un rythme de production effréné. Et on retrouve cette notion de rythme, comme si justement le rythme était la notion qui nous permettrait de déterminer l'impact, en fait, et comment on pourrait maîtriser cet impact sur notre environnement. Un second photographe ici qui me tient à cœur de vous présenter, Edward Burtycki, avec sa série de photos Oil, où on retrouve aussi ce thème qu'on trouve dans le travail de Yann Arthus Bertrand, cet impact de l'activité humaine sur le paysage. Donc vous voyez ici, sur la première photo, on a ces montagnes de pneus abandonnés qui dessinent un nouveau paysage, de nouvelles formes à ce paysage, ou encore la rouille et les produits chimiques utilisés dans les mines qui vont à la fois retracer de nouvelles routes, vous pouvez voir tout autour du puits d'extraction, mais aussi une nouvelle couleur au paysage. Cette couleur de rouille ici qu'on peut voir
avec ces épaves de bateaux en bord de mer où le sable va vraiment épouser la couleur des matériaux qui vont se déverser dans la nature. Et donc on va avoir une fusion qui va s'opérer entre l'homme et son milieu. Un dernier exemple pour clore cette petite parenthèse sur l'Anthropocène, qui est ce travail que je trouve vraiment fabuleux de Jason de Kerr-Taylor, où nous avons ces hommes qui marchent, mais qui marchent au fond de l'eau. En réalité, donc, ce sont des statues que l'artiste a englouties dans la mer. Ce sont des statues qui sont faits en béton, mais un béton en pH neutre qui ne vient pas désagréger les fonds sous-marins, au contraire, qui est renforcé par une armature de fibres de verre. Et comme ça, avec le temps, ces matériaux n'auront aucun impact écologique sur leur milieu. Mais ce que nous montre cette installation de cet artiste, c'est déjà une métaphore voilà, qui nous renvoie à la marche, cette marche sans but au fond de l'eau, une sorte d'errance sous-marine. Et vous pouvez voir que l'attitude des statues, on les trouve dans des postures ordinaires, que ce soit en suite ou en uniforme de bureau. Il y a quelque chose de très banal dans cette marche, mais cette marche qui ne trouve aucun sens, puisque le fond sous-marin semble dénué en fait de toute activité. On a seulement ce cortège qui va se perdre dans les fonds sous-marins. Et la particularité de cette œuvre, en fait, c'est qu'avec le temps, l'écosystème en fait marin s'est adapté. S'est adapté à cette occupation humaine et a repris le dessus. Vous voyez que sur la photo du bas, on a des algues qui commencent à peupler les statues, mais aussi des coraux qui vont commencer à pousser sur la surface des statues. Et donc on a comme ça un inversement de l'adaptation en fait qui va avoir lieu. Au lieu que ce soit l'homme qui s'adapte à son milieu, on a le milieu qui s'adapte à l'homme. Et cela nous renvoie à une notion très présente dans la philosophie, notamment dans la philosophie de l'art, qui est la notion de sublime en fait. Et le sublime qui est apparu dans le courant romantisme au XVIIIe siècle, je trouve un nouvel écho dans un art aujourd'hui qui cherche à réfléchir l'écologie, l'impact de l'homme sur son environnement, puisque l'Anthropocène justement avait ce problème, mais cherchait à resituer l'homme dans la modernité. À cette époque, on avait donc on était en plein ère industriel, c'était l'innovation de la machine à vapeur, et on avait des hommes qui se mesuraient à la nature sans pour autant réellement réfléchir à l'environnement. Et ce qui est intéressant dans la philosophie du sublime, c'est notamment c'est Edmund Burke qui est l'un des premiers à avoir théorisé cette notion, qui cherche à renvoyer justement l'homme à sa condition de mortel face à la force de la nature. Ici, pour illustrer ce propos, je vous ai mis une toile de Pierre-Jacques Voltaire, et donc on a cette éruption volcanique, et vous pouvez voir qu'au premier plan, nous avons des hommes en train de contempler ce spectacle, et qui sont réduits juste à une silhouette. Ils ne sont plus qu'une petite ombre devant ce spectacle qui éblouit la nature dans cette vue d'ensemble.
Et ce qui rappelle aussi la peinture de Friedrich, le voyageur contemplant la mer de nuages, où on a cet homme face à l'immensité de la nature, qui donc va se rappeler, encore une fois, à sa condition de mortel. Aussi un autre lien que j'aime beaucoup faire sur le sublime et notre ère postmoderne, c'est l'explosion d'Hiroshima. Quand la science devient une arme de destruction massive, alors que la science devrait être une arme au service de l'humanité. Ici, nous avons la science qui est au service de la destruction de l'humanité. Et ce lien est encore plus flagrant dans le film d'Alain Resnais, Hiroshima mon amour, notamment dans la scène d'ouverture, qui commence par une représentation des corps brûlés des habitants d'Hiroshima. On a des corps qui semblent être recouverts de paillettes, des paillettes qui semblent brûlantes. On voit des corps qui sont mortifiés, qui sont torturés. Et petit à petit, ce plan va subir un fondu enchaîné, c'est-à-dire une superposition de deux images pour permettre une transition d'un plan à un autre. Et ce second plan est le même bras que nous avions vu dans le premier plan, sauf que ce bras semble contracté, puisqu'il s'agit du bras de l'actrice Emmanuelle Riva, qui est en plein ébat amoureux avec son amant. Et on a comme ça une transition d'un corps mortifié à un corps sublimé par l'amour. Et donc on a ce qui pourrait être qu'on pourrait caractériser d'une réussite cinématographique, cette transition entre d'un côté le corps qui subit l'explosion, et d'un autre, et donc ça il faut avoir vu le film pour le savoir, mais en fait le personnage que joue Emmanuelle Riva est celle d'une actrice qui vient jouer un film sur la paix à Hiroshima, et qui aura donc auparavant été visiter les musées, les hôpitaux, les lieux de mémoire en lien avec cette explosion. Et les premiers mots qui sont dits dans ce film, c'est tu n'as rien vu à Hiroshima, comme si il y avait une impossibilité justement à décrire l'effet de l'homme sur ce qui venait de se passer. Et l'actrice, enfin le personnage féminin, n'accepte pas l'idée de ne pas voir, justement. Et je trouve assez intéressant cette idée de ne pas accepter, en fait, l'idée d'être conscient de ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, marcher, c'est prendre conscience de l'impact de l'homme sur son environnement. On ne peut pas marcher, que ce soit dans les banlieues périphériques de Paris ou encore dans les steppes de Sibérie, sans prendre conscience que l'activité humaine n'a aucun effet sur ces paysages. Et donc, pour revenir concrètement à la marche, ici je vous ai mis l'une des marches les plus célèbres du monde, et bizarrement qui n'a pas lieu sur Terre, qui a lieu encore ailleurs, comme s'il y avait toujours ce besoin d'aller plus loin, d'aller dans un endroit où l'homme n'avait pas encore eu un impact, justement. Mais à présent, sur la Lune, l'homme a un impact, puisqu'aujourd'hui on trouve des déchets laissés par l'homme. D'ailleurs, j'ai découvert qu'il y avait des objets tout à fait étranges, comme une balle de golf qui est toujours sur la Lune, un drapeau américain. Mais il ne faut pas oublier que ça, c'est la seconde photo qui a été faite juste après les premiers pas, où on a ce retour, en quelque sorte, ce retour sur Terre. Et c'est sans ce retour, justement, il n'y aurait pas cette une notion de vitalité pour j'allais dire les extraterrestres, non.
les, les astronautes qui sont partis. Il y a ce besoin vital en fait de retourner sur Terre pour survivre. Et comme si la Lune justement paraissait hostile justement à cet accueil. Et on a quand même des hommes qui vont chercher à coloniser ces lieux qui sont de plus en plus hostiles. En parlant de lieux hostiles, voilà un auteur passionné par l'hostilité et surtout par la fuir la modernité. Sylvain Tesson est un auteur français qui est spécialiste des grands espaces, et notamment l'un de ses derniers livres. Alors, le dernier livre qu'il a écrit, c'était La Panthère des Neiges, et l'avant-dernier livre sur les chemins noirs, qui retrace un parcours que l'auteur a fait, et donc qui est représenté sur le dessin ici. Et le but de cette traversée de France était d'emprunter les chemins noirs. Alors qu'est-ce que les chemins noirs ? Les chemins noirs, c'est une notion qu'on trouve en cartographie, et ce sont des chemins qui sont pour la plupart oubliés, qui sont représentés sur les cartes, mais qui pour la plupart sont des chemins que l'on ne peut pas emprunter en voiture, qui sont des chemins piétons, et dont la plupart sont tellement oubliés qu'ils ne sont même plus entretenus. Et donc, si vous lisez le livre, vous verrez qu'il y a des descriptions de chemins entièrement recouverts par des ronces, et où il faut imaginer le tracé de ces chemins. Ou encore, ce sont des passages qui se sont vus réappropriés par des agriculteurs qui ont déterminé que ces chemins faisaient partie de leur propriété, alors que ces chemins sont propriété nationale. Et donc Sylvain Tesson part sur ces chemins et essaye de dresser une topologie de ces espaces. Il va essayer de les déterminer. Et la première chose qu'il va voir sur ces chemins, c'est que ce sont des chemins qui invitent à s'extraire du rythme que sont les grands axes routiers, mais aussi les axes urbains. Ce sont des chemins qui n'ont pas peur de faire des détours, contrairement aux routes américaines qu'on a vues tout à l'heure qui cherchaient à déterminer les trajets les plus courts. Ici, c'est l'inverse. On a des chemins qui nous invitent justement à, en quelque sorte, prendre notre temps. Et ce sont aussi des chemins qui vivent à l'encontre de la modernité, des chemins où il n'y a pas forcément de réseau, où on est assez éloigné de la population, où on est plus dans un lieu propice à l'introspection qu'à la communication. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont vides de vie. Et c'est là un autre aspect intéressant de ce livre, c'est que Sylvain Tesson va voir qu'autour de ces chemins, il y a une vie agricole, mais aussi des bourgs, des villages qui tentent de vivre, des fois à l'écart un peu trop éloigné des autres villes, mais qui cherchent quand même à exister. Sylvain Tesson est un spécialiste justement de ces espaces extrêmes, notamment c'est un homme qui a traversé à pied l'Himalaya, c'est ce qu'il raconte dans son livre La marche dans le ciel, mais aussi dans son livre Les forêts de Sibérie, où il est parti s'exiler quelques mois au bord d'un lac en Sibérie, dans une cabane sans électricité, et où toujours dans ces espaces il a cherché à déterminer qu'est-ce qui se passait en fait. Et il y a toujours la notion de performance en quelque sorte, l'idée que l'espace extérieur, l'espace autre, était une invitation justement à vivre autrement, et que ces espaces des fois faisaient appel à des aspects qui étaient de l'ordre de l'effort.
Un autre auteur qui a expérimenté ces traversées, c'est Philippe Vasset. Philippe Vasset, lui, n'a pas emprunté les chemins noirs comme Sylvain Tesson. Il a préféré, dans le premier livre que je vous présente ici, un livre blanc, il a exploré des espaces qui n'étaient pas recensés sur des cartographies. Ce sont des espaces vierges, des espaces qui laissent des places blanches dans les cartes, et il a voulu aller voir qu'est-ce qu'il y avait derrière ces espaces. Et au fur et à mesure de ces rencontres, il a découvert qu'il s'agissait par exemple d'anciennes zones militaires ou des entrepôts de la SNCF, des zones habitées par des gens du voyage ou par des migrants, mais aussi des zones habitées par des marginaux, et qu'il y avait une vie dans ces espaces qui n'étaient pas cartographiés. Et donc on a dans ce livre un itinéraire qu'il réalise en marchant à la rencontre de ces espaces. Cet itinéraire m'a beaucoup fait penser au livre L'inhabitable de Pérec, où il décrit des villes et des espaces qui ne sont pas faits justement pour être habités. Et justement dans ce livre, un livre blanc, Philippe Vasset montre que malgré cette idée d'espace non habitable, des gens arrivent quand même à y trouver une certaine liberté, des zones d'autonomie, où il est encore possible de proposer quelque chose et de vivre des fois à l'abri du regard des autres. Second livre de Philippe Vasset dont je voulais vous parler, c'est Une vie en l'air. Il a suivi un autre itinéraire qui est l'itinéraire d'une drôle de machine, de ce train aérien, et qui s'appelle l'aérotrain. C'est une invention française, soyons fiers, mais qui a très vite coupé court. Donc vous pouvez voir ici, on a une machine un peu futuriste comme ça, et cette machine futuriste, en fait, voulait proposer une alternative au train. Donc c'était un train qui devait aller plus vite, qui ressemble un peu à une drôle de recherche d'Elon Musk qui s'appelle l'Hyperloop, où on a comme ça un train qui propose de relier Paris-Shanghai en 2 heures. Alors, est-ce faisable, oui ou non? Je vous laisse juger pour vous-même. Après tout, pourquoi pas? Je suis peut-être médisant. Mais voilà, avec cet aérotrain, on avait cette promesse aussi de proposer autre chose qui nous enverrait vers le futur, vers la modernité. Mais ça n'a pas marché. Et aujourd'hui, il existe des ruines de cette idée, notamment cette piste qui servait de rail à la machine et qui traverse une partie du paysage français. Et Philippe Vasset a décidé de suivre ce paysage et de voir quelles traces il avait laissées justement dans la mémoire des gens qui habitent autour. Et donc on a ce récit comme ça d'un paysage qui vit en lien avec cette innovation, enfin ce qui aurait dû être une innovation dans le paysage. Alors, je ne vais pas tout vous montrer. Voilà. Donc, comme nous l'avons vu, marcher serait aussi prendre en compte l'environnement. Et à présent, je voudrais vous présenter Francis Allais, qui est un artiste belge et qui a la particularité d'être un véritable marcheur. Donc il est performeur et la plupart de ses performances tournent autour de la notion de marche.
Il a réalisé la plupart de ses performances à Mexico, où il est installé depuis 1987, et où il cherche justement à vivre ses performances comme une étude sur l'environnement urbain. Pour lui, la marche serait une façon d'acquérir une connaissance sur ces villes, mais une connaissance plus intime. Puisque, alors, il a une fiche d'identité assez large, puisqu'il s'identifie à la fois comme artiste, poète, critique, mais aussi archéologue, architecte et surtout touriste. Nous n'avons plus le voyageur, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Maintenant, nous rentrons dans une nouvelle ère, une ère post-moderne, qui se caractérise par ce touriste. Le voyageur avait cette notion de s'identifier. Quand Stendhal voyage, nous avons le voyage d'un écrivain. Mais quand le touriste voyage, nous avons un anonyme qui voyage. Un anonyme qui, comme le fait Francis Allais, essaye de se fondre dans la population. On a quelque chose dans l'identité du touriste qui est assez hybride. Nous avons soit le touriste relativement voyant, que nous pouvons caractériser avec son appareil photo autour du cou, ou encore son groupe d'autres touristes guidés par un petit drapeau, ou alors le touriste plus discret qui va essayer, lui, de s'assimiler à la population dans lequel il est en voyage. Et c'est ce que fait Francis Allais. Pour Francis Allais, la marche est le point de départ d'une narration. Une narration qui commencerait toujours par « Il était une fois un homme qui… » 3 petits points. Et ce serait ainsi que commenceraient toutes ces performances. La première que je voudrais vous présenter est celle-ci. Alors vous êtes habitués maintenant à mon superbe accent anglais, donc je me lance. Sometime making something lead to nothing, qui date de 1992. Et donc dans cette performance, Francis Allais, alors là les images que vous avez se trouvent plus sur la fin de la performance, puisque au début de la performance, Francis Allais est emmené à pousser un gros bloc de glace et qui, au fur et à mesure de la performance, va fondre avec de la chaleur. Et donc la performance se finira, comme vous le voyez à la fin de l'image, quand le bloc de glace aura entièrement fondu. Et dans cette performance, Francis Allais nous montre plusieurs choses. Déjà l'effort de la marche, le temps aussi, le temps que cette glace va mettre à fondre, mais aussi les facteurs naturels que la marche va induire. Par exemple ici la chaleur qui va faire fondre cette glace et qui va à la fois alléger la charge que pousse Francis Allais, mais qui va devoir lui demander à s'adapter à la manière dont il se déplace. Vous voyez qu'il commence à le pousser avec ses mains et puis petit à petit il va le pousser avec ses pieds. Seconde performance qui est assez étrange, celle-ci en fait consistait à traverser la ville de Mexico en ayant à la main une arme. Alors, ce que la performance ne dit pas, c'est que les autorités avaient été prévenues de cette performance auparavant et que en fait le principe, donc il y avait 2 caméras, il y avait une caméra qui filmait Francis Allais, donc qui marchait, et la seconde qui filmait les piétons aux alentours et comment justement les piétons allaient percevoir cet homme et comment ils allaient réagir. Et il y avait des réactions tout à fait passives en fait. Il y avait très peu de réactions surprises qui en émanaient. Et cela vient de la part culturelle en fait que la ville possède, puisque Mexico est
très connu pour son trafic d'armes, mais aussi la forte présence de la mafia en ville. Et Francis Allais voulait démontrer justement le caractère en fait culturel que pouvait avoir cette démarche qui paraît relativement violente pour des gens qui ne connaissent pas justement ce contexte social. Une autre performance que je trouve assez intéressante, celle-ci qui a été réalisée à Londres, où Francis Allais, que vous voyez sur l'image, en fait, il a dans la main un morceau de bois qui va faire résonner sur toutes les palissades de la grille du parc qu'il va en fait tourner tout autour, et en fait il va provoquer comme ça un bruit et qui va déjà à la fois effrayer tous les animaux qui peuplent ce square, mais aussi qui va donner un rythme, une identité sonore à tout le quartier. Alors après, les interprétations de cette performance sont relativement larges, mais celle qui est assez intéressante, c'est donner une nouvelle identité par la marche à ce lieu. Et par l'identité sonore, en fait, Francis Allais va en quelque sorte va briser le calme de ce quartier pour lui donner une nouvelle perception. Une autre performance et une dernière pour finir cette démonstration, performance que j'adore personnellement, qui fait un peu peur. Following Peace de Vito Acconci. Alors, en quoi consistait cette performance ? L'objectif de cet artiste était de sortir de chez lui. Et à partir du moment où il allait sortir de chez lui, suivre la première personne qu'il allait croiser, jusqu'à ce que cette personne rentre dans un lieu privé. Et donc, comme vous pouvez le voir sur les photos, il suit d'une manière à la fois proche et lointaine pour pas trop se faire repérer, mais sans perdre la personne de vue. Et il va la suivre dans sa démarche. Alors, il y a plusieurs manières dont Vito Acconci a présenté sa performance. Celle-ci, je trouve assez intéressante puisqu'il y a une carte, en fait, jusqu'où il a suivi les gens. Vous voyez, chaque trait représente un suivi. Donc, on voit le noyau de départ, en fait, de ces poursuites, de ces poursuites. Et on peut voir, si on suit chaque trait, on peut imaginer la durée. On peut voir qu'il y a certaines poursuites qui ont suivi assez longtemps. Et ce qui est assez intéressant en fait dans cette performance, c'est qu'il pose la question en fait du rapport à l'autre dans la rue. En marchant dans un espace, nous ne savons pas avec qui nous partageons ces espaces justement. Et le but était comme ça de créer un paradoxe en fait en lien avec les personnes qu'il suivait. Et ce que montrent les photos, ce qui est très intéressant, c'est que nous savons en fait que la personne en chemise blanche est suivie, mais cette personne n'en a pas conscience en quelque sorte. Et nous avons cette marche assez étrange qui s'effectue. D'ailleurs, la semaine prochaine, nous verrons un travail un peu similaire, enfin, qui le rappelle, qui est une performance de Sophie Calle, où on a comme ça ce rapport à l'autre aussi qui va s'établir dans la marche. Nous avons vu du coup ces trois étapes. Dans un premier temps, nous avions cette manière de traverser un espace dont la modernité allait en quelque sorte nous donner le rythme à laquelle nous allons le croiser, qui serait donc la vitesse routière, la vitesse de la voiture, et comment justement cet environnement allait se créer en fait autour de l'automobile. On a vu les motels qui se posaient sur les bords de route pour devenir des étapes. On a vu les panneaux publicitaires qui allaient s'adapter au regard de l'automobiliste, quitte à écraser le piéton. Ensuite, nous avons vu qu'à un moment, nous pouvions, quand nous le souhaitons,
descendre de cette voiture pour aller à la rencontre de ce territoire. Ce territoire qui, quand on le traverse, nous devons avoir conscience de l'impact, justement, de l'impact que nous avons sur lui pour déjà le comprendre, mais aussi comprendre que toute marche n'est pas neutre. Toute marche doit déjà partir d'une conscience, la conscience de cette emprise que l'homme a sur son environnement, et justement comment il faut à présent vivre en accord avec ce milieu, mais surtout comment prendre conscience et vivre avec cette idée d'impact de l'homme sur son environnement. La marche a donc cette vertu de nous rappeler à notre condition d'être humain qui exploite les sols, mais aussi être humain qui cherche à se détacher de cette modernité qu'il subit et qu'il cherche justement par la nature et par son environnement. Par exemple, ici avec Vito Acconci, nous ne sommes pas dans un paysage bucolique, au contraire, nous sommes dans un paysage urbain. La marche peut se faire en milieu urbain. On a vu dans les séances précédentes l'exemple de Walter Benjamin ou encore de Baudelaire ou de Poe, que le marcheur urbain proposait lui aussi cette extraction de son environnement. Mais le point commun sera le suivant, et sera donc cette dernière remarque. Pour s'extraire, l'être humain doit avoir conscience de l'emprise et du pouvoir qu'il a sur cet environnement. Puisque, comme nous l'avons vu avec Sylvain Tesson par exemple, cette envie d'extrême, cette recherche d'espace vierge de toute activité, aujourd'hui demeure compliquée, voire impossible, par cette cartographie intense du territoire qui nous fait croire ou prendre conscience que l'on sait où l'on est tout le temps. Et pour revenir à cette notion de proche et de lointain que Bruce Bégou nous présentait en ouverture, nous avons cette impression d'un lointain qui nous semble si proche aujourd'hui, par exemple avec le numérique. Mais bizarrement, dans certaines zones qui sont proches géographiquement par des faits de non-connaissance de ces espaces ou de surmodernité, on a une impression de lointain et d'inconnu dans ces espaces.